Alors, avant de commencer cette présentation, avant de commencer ce webinaire, un petit rappel sur les risques. Le trading sur Forex, sur devises et sur CFD, c'est risqué, c'est hautement spéculatif, ça peut ne pas convenir à tous les types d'investisseurs. Donc JFD propose du trading sur marge avec un effet de levier. L'effet de levier implique que les gains peuvent être supérieurs à vos pertes et ça peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Donc soyez attention, faites attention, prenez connaissance sur le site internet des divulgations des risques et des politiques de confidentialité avant de trader, avant d'ouvrir un compte. Les informations qui vous seront communiquées dans ce présent webinaire ne peuvent pas constituer des recommandations d'achat ou de vente. Et puis, pour terminer avec l'avertissement sur les risques, JFD Broker et JFD Wealth ne peut pas garantir l'exactitude des informations qui sont fournies ici. Et évidemment, comme toujours, les performances passées ne garantissent pas les performances actuelles et futures, bien évidemment. Alors, on va voir aujourd'hui donc le webinaire de présentation. On va voir le MDAX et le TechDAX qui sont deux produits qui ont été récemment ajoutés par JFD Broker dans la liste des instruments disponibles. Donc on va voir ça ensemble. Et après, à l'issue du webinaire, si vous avez des questions, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Nous y répondrons. Alors aujourd'hui, je présente le webinaire avec Anthony. Donc on est deux à présenter ce webinaire. Moi, je travaille pour JFD Broker, alors que Anthony, lui, travaille pour JFD Wealth. C'est le même groupe, c'est la même boîte, mais c'est la partie Asset Management de JFD. Si tu veux te présenter rapidement, Anthony, je te laisse la parole. Alors oui, ok, très bien, merci Marc. Bonsoir à tous. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur GFD? Bon, moi pour ma part, j'ai travaillé dans différentes entités du côté aussi bien buy side que du côté sell side à Paris et à Londres. Et j'ai rejoint donc récemment GFD Wealth. Alors GFD Wealth, il faut savoir qu'en fait en parallèle de son activité de brokerage, au développement donc de cette activité qui a été initiée en 2011, GFD aussi a lancé une stratégie d'investissement alternative qui porte le nom de Topspin. Alors, je pense que certains y sont familiers, peut-être d'autres viennent d'apprendre que cette stratégie existe et ça fera peut-être l'objet d'un webinaire à venir. Enfin, bon voilà, quoi qu'il en soit, c'est une stratégie qui donc existe depuis 3 ans et qui a très bien fonctionné. Et donc, fort de cette réussite, en fait, JFD a décidé d'étendre sa couverture et son offre de gestion. Et c'est le propos de JFD, c'est d'offrir donc aux clients existants de JFD et ceux à venir une offre aussi dans tout ce qui concerne la gestion d'actifs. Alors moi, pour ma part, je m'occupe du conseil et des stratégies au sein de JFD Wealth. Et voilà. Voilà, Et en en fait, petite c'est info. pour ça aussi qu'effectivement, tu as rejoint ce webinaire, c'est parce qu'on va effectivement pouvoir profiter de ton expertise, ce que tu as fait, et on va le présenter tout à l'heure, un excellent travail de recherche sur ce qu'est le MDAX, le TechDAX et quels sont les avantages à intervenir sur ce genre de produit. On va voir ça tout de suite après. Juste avant, ces deux produits qu'on vous présente sont des produits CFD, donc je vais faire un petit rappel sur l'offre CFD avec JFD Broker. Donc euh, on le dit souvent, mais c'est pas mal de le rappeler, hein. JFD Broker offre une exécution 100% STP DMA, hein, donc tous les ordres sont directement envoyés sur le marché ou auprès d'un fournisseur de liquidité sur CFD. Donc c'est vraiment ça aussi qui fait la différence avec JFD Broker, c'est que JFD Broker n'est jamais votre contrepartie. D'ailleurs, JFD Broker n'est pas régulé pour faire du market making. On n'a pas le droit de tenir contrepartie de l'ordre d'un client. Donc, et ça, on le dit aussi souvent, mais je voulais aujourd'hui vous le prouver en fait. Alors, si vous allez ici sur le site Regafi, donc Regafi c'est le site de l'ACPR Banque de France, vous tapez JFD Broker avec un espace, vous allez tout de suite retrouver les agréments de JFD Broker, ici entreprise d'investissement, et, et ici activités exercées en France. Là, vous retrouvez la liste des activités pour lesquelles JFD Broker est autorisé. Donc, on voit la case 1
réception, transmission d'ordre pour le compte de tiers, donc ça c'est parfaitement normal, hein, c'est l'activité de courtier. 2, exécution pour compte de tiers, ça aussi c'est parfaitement normal, c'est l'activité de courtier. On voit 4, la case 4, donc gestion de portefeuille pour le compte de tiers, bah ça c'est justement ce que nous disait Anthony, ça c'est l'activité de JFD Wealth, hein, la gestion de portefeuille. Et la case 3, vous voyez qu'elle est vide, hein, la case 3, c'est la négociation pour compte propre. Donc à partir du moment où vous avez un broker qui est autorisé à faire de la négociation pour compte propre, vous pouvez avoir la certitude qu'il est autorisé à faire du market making. Et comme je le dis souvent et je le répète ce soir, un broker qui demande un agrément pour faire du market making, pour avoir le droit de prendre la contrepartie de ses clients, il va le faire. D'une part parce qu'on ne demande pas une autorisation comme ça sans en avoir besoin, et d'autre part c'est des coûts supplémentaires pour le broker d'avoir cette autorisation-là. Donc c'est pas par hasard qu'un broker le demande. Donc partez du principe que si un broker effectivement est régulé pour le faire, il le fera. Hein, s'il est régulé pour prendre votre contrepartie, il le fera tôt ou tard. Quoi que puisse vous dire les campagnes marketing de ce broker-là ou les commerciaux au téléphone. Et si on veut comparer, alors si quelqu'un dans le chat veut qu'on regarde avec n'importe quel broker, parce que je vais pas moi-même choisir le broker qu'on va rechercher, parce que sinon on va dire que je fais de l'acharnement sur certaines marques, c'est pas mon objectif. Donc dans le chat, si quelqu'un a le nom d'un broker qu'on pourrait vérifier comme ça sur le site de l'ACPR rapidement pour voir. Bon bah FXECM, c'est le premier, Maxime qui me dit FXECM, donc on va vérifier. Hein. Alors FXECM, activité exercée en France. Voilà. Bah, on voit effectivement qu'FXECM, hein, la case numéro 3, elle est bien cochée. Négociation pour compte propre. Ils sont autorisés à faire du market making. Ils sont autorisés à prendre votre contrepartie. Voilà. Voilà pour ce point important. Donc il n'y a aucun conflit d'intérêt. Hein, JFD Broker ne génère en aucun cas des profits sur les pertes des clients. JFD ne gagne que sur les commissions de courtage. Hein, donc l'intérêt de JFD, il est vraiment aligné sur l'intérêt des clients. Hein, c'est l'objectif de JFD, c'est d'avoir des clients profitables qui vont continuer à trader dans le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs que JFD a réussi ces dernières années à grossir de manière exponentielle. C'est parce que les anciens clients viennent se rajouter aux nouveaux clients. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on grossit énormément. C'est parce qu'on n'est pas continuellement en train de lessiver, d'épuiser nos clients et de rechercher de nouveaux clients. Le trading anonyme, donc ça c'est très important, les fournisseurs de liquidités, parce que c'est bien d'envoyer les ordres à des fournisseurs de liquidités externes, c'est bien d'envoyer les ordres sur le marché, mais ce qui est primordial, c'est d'avoir le trading anonyme, c'est-à-dire que les fournisseurs de liquidités ne voient jamais les ordres des clients, et par ce trading anonyme, la chasse au stop n'est pas possible. Hein. Donc la chasse au stop, vous connaissez peut-être ce que c'est. Ça existe, c'est pas une légende. Il y a des brokers qui vont aller chercher les stops des clients pour les pousser, je dirais, vers la perte, sachant que c'est des brokers qui gagnent généralement sur les pertes des clients. Donc effectivement, le trading anonyme, c'est quelque chose de très très important pour trader dans de bonnes conditions. Hein, c'est pas facile de gagner sur les marchés financiers. Donc si on peut évidemment éviter, en plus d'avoir ce stress de savoir est-ce que mon broker joue contre moi ou pas, c'est mieux. Récemment, JFD récemment a introduit les CFD indices sur futur. Donc jusqu'à présent, il y avait les CFD indices cash. Aujourd'hui, il y a les CFD indices sur futur. Donc je vais faire une petite comparaison pour que vous compreniez parce que les deux sont disponibles. Donc les CFD sur indice cash, en fait ça vous offre un spread plus bas. Par contre, il y a des frais overnight, donc il y a un rollover chaque soir qui va être facturé sur votre transaction. Donc c'est le produit idéal pour le trading intraday, pour le très court terme ou le court terme. Les CFD sur indice futur, eux, offrent un spread un peu plus élevé, mais par contre, il n'y a pas de frais overnight, il n'y a pas de rollover. C'est du coup le produit idéal pour ceux qui veulent faire du moyen terme ou du long terme. Un petit exemple, par exemple, sur le DAX. Sur le DAX, vous avez sur le DAX, CFD DAX Cash, vous avez un point de spread.
alors que sur le futur, vous avez 3 points. Pareil pour le CAC 40. Attention cependant, quand vous traitez sur les contrats CFD futurs, vous avez une date d'expiration, comme un contrat futur. Donc c'est important de consulter le calendrier des expirations du mois en cours qui vous est envoyé normalement par email et qui est également disponible sur la messagerie de la plateforme MetaTrader 4. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. On répondra à toutes les questions à la fin. Ça sera plus simple. Alors, ces nouveaux produits donc, qui viennent d'arriver, le MDAX et le TechDAX, quels sont les points importants qu'il faut retenir? Alors, on va d'abord parler du MDAX. Donc, le MDAX, c'est un indice au même titre que le CAC 40, le DAX ou le FTSE, le S&P 500, etc. C'est un indice. C'est un indice qui est composé d'actions. La devise de base, c'est l'euro et c'est un indice allemand. Il est ouvert de 9h à 17h30 et le spread est de 7 points sur cet indice. La marge requise sur ce produit, c'est 1%. Pour le TechDAX, c'est aussi un indice action, c'est aussi un indice qui est coté en euros, c'est aussi un indice allemand. Il est également ouvert de 9h à 17h30 et là le spread est de 3 points. La marge, elle, est un peu plus élevée, c'est 5%, la marge requise. Regardons rapidement ce qui compose le MDAX. Alors principalement les valeurs industrielles et les valeurs financières. Vous avez un exemple ici également des plus grosses valeurs qui composent le MDAX en milliards. Le TechDAX, alors le TechDAX, il n'y a pas le camembert avec les différents secteurs d'activité puisque c'est un indice qui est essentiellement et uniquement composé de valeurs technologiques, mais je vous ai quand même mis les quelques valeurs qui composent cet indice. Et petite parenthèse, vous pouvez y retrouver la banque Wirecard Bank AG, qui est l'une des banques dépositaires de JFD pour les fonds en euros. Voilà pour la présentation de ces instruments. Maintenant, je vais laisser la parole à Anthony et lui va nous expliquer quel intérêt peut y avoir à trader ces produits. Et voilà, donc je te laisse la parole, Anthony. Ok, super, merci Marc. Alors, avant de se lancer, on va dire dans l'étude plus spécifique de ces deux sous-jacents qui nous intéressent, donc le MDAX et le TechDAX, en fait, j'ai souhaité faire un petit point méthodologique, on va dire, sur les stratégies d'investissement. Ce que je souhaitais mettre en avant dans cette partie-là, dans ce slide, c'est que finalement la réussite d'une stratégie d'investissement, elle ne réside pas uniquement dans la qualité d'exécution, dans le trading donc, mais aussi elle réside dans la prise de décision, la sélection en fait des bons sous-jacents. Alors, qu'est-ce que j'appelle en fait le processus de décision? C'est ce qui est expliqué ici dans cette slide. Donc de façon très basique, c'est ce qu'on peut appeler une approche top-down, hein, c'est ce que vous retrouverez dans certaines littératures. Donc la première phase de cette approche, elle consiste à déterminer un scénario, on va dire, pour l'ensemble des classes d'actifs. Alors on peut ne pas avoir d'avis, hein, bien évidemment, mais le but c'est qu'en fonction des obligations, des actions, des commodities et du forex, après il existe d'autres classes d'actifs aussi qui sont alternatives, de déterminer des scénarios qui sont haussiers ou baissiers. Alors on peut avoir une approche qui est plutôt, on va dire, fondamentale et donc qui base son analyse sur des facteurs économiques, ou une approche qui est plutôt technique et qui va plutôt baser son analyse soit sur un ensemble de facteurs techniques ou sur des graphiques. On peut aussi avoir une approche qui est complémentaire. Quoi qu'il en soit, le but c'est de déterminer soit un scénario haussier ou baissier. Ensuite, dans une deuxième phase, il s'agit aussi de déterminer finalement, on peut être par exemple très haussier sur les actions de façon globale. Maintenant, il est intéressant de regarder quelle est la zone géographique qu'on va privilégier, quel est le style. Est-ce qu'on va plutôt faire des large caps, des mid caps, des small caps, quel secteur éventuellement on va privilégier. Et après, on peut rentrer dans plusieurs ramifications, mais l'idée c'est de dire, je suis par exemple haussier sur les actions et ensuite je vais essayer de disséquer mon analyse en fonction de plusieurs paramètres pour pouvoir sélectionner le meilleur sous-jacent et enfin
le dernier paramètre à déterminer, c'est bien évidemment quel est l'instrument qui est optimal pour ma stratégie. Alors comme le rappelait Marc tout à l'heure, finalement si on a une vision qui est plutôt court terme, on va utiliser des CFD qui sont cash. Si on a une vision un peu plus long terme et qu'on est dans une perspective d'investissement, on va peut-être utiliser des futurs ou des CFD futurs, éventuellement des options, des ETF. Enfin tout ça, ça fait partie du processus d'investissement et c'est ce que j'ai appelé la partie décision. Voilà, donc c'était important de présenter ça puisque ça va suivre dans l'analyse qui va suivre, donc qui concerne le MDAX et le TechDAX. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis placé dans une perspective de décision. Pourquoi j'irai choisir ces sous-jacents et comment je peux faire mon analyse pour dire s'ils sont pertinents ou pas pour ma stratégie d'investissement. Je t'en prie Marc, si tu peux Oui. m'avancer les slides. Voilà. Alors le premier indice qu'on a décidé d'analyser, c'est le MDAX. Vas-y, je t'en prie. Super, merci. Alors, de façon très basique, je me suis placé donc dans la perspective d'analyser finalement l'indice MDAX contre le DAX, puisque c'est l'indice mid cap contre l'indice large cap, et de façon très naturelle, j'ai décidé dans un premier temps d'analyser la performance de ces deux indices, donc de comparer en termes de style, est-ce que les mid cap surperforment les large cap sur le long terme, ou bien est-ce que c'est l'inverse? Donc bon, c'est assez clair hein, quand on regarde ces graphiques-là. Donc j'ai choisi, je n'ai pas limité finalement mon analyse qu'au MDAX et qu'au DAX. J'ai aussi décidé de prendre d'autres benchmarks pour être sûr que finalement ce trend qui se dessine, qui est qu'en fait les mid-caps surperforment les large-caps sur le long terme, est aussi vrai dans d'autres zones géographiques, donc qui sont la France. Je me suis limité à l'analyse des pays développés, donc j'ai choisi aussi la France et l'Amérique, donc le S&P, pour complémenter cette analyse. Et là, c'est assez clair. Hein. La courbe en bleu représente tout ce qui est indice mid-cap, donc les capitalisations boursières qui sont dites moyennes, et on voit qu'elles surperforment largement ce qu'on appelle les big cap, quoi, donc les large cap, sur le long terme. Voilà. Alors tu peux passer à la slide suivante. Ok, super. Donc là, un peu la même analyse. Donc c'est une autre forme de visualisation de la data, mais si on analyse donc depuis 2000 à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 15 ans. Donc là, j'ai dessiné des performances qu'on appelle des rolling returns, c'est-à-dire des performances glissantes sur un an. Donc en fait, on regarde chaque mois, on décale en fait d'un cran et on regarde quelle était la performance sur un an de l'indice. Donc on se rend compte que cette courbe bleue, elle est pratiquement toujours au-dessus de la courbe qui est grise, qui représente donc les large caps. À part dans les phases de baisse, alors c'est un peu moins vrai dans tout ce qui concerne la période 2000-2003, puisque là c'est l'éclatement de la bulle Internet. Et effectivement, les large caps étant très concentrés dans tout ce qui est technologie, elles ont vraiment subi une baisse plus importante. Mais globalement, ce qu'on constate encore une fois, c'est la surperformance des mid caps sur les large caps. Donc ça nous donne un indice, même si on est positif sur les actions, finalement on peut gagner encore plus finalement dans la pertinence de cette stratégie si on vient sélectionner des mid caps que si on vient sélectionner des large caps, puisque la prime de surperformance elle est quand même assez nette sur le long terme. Alors, Je tu peux passe. passer à la slide suivante, voilà. Alors on parle souvent, donc là dans la phase précédente j'ai analysé la performance brute. Maintenant c'est intéressant aussi de voir la performance qu'on peut appeler normalisée, c'est-à-dire quels sont les risques qu'on a engagés pour réaliser cette performance. Ça permet finalement d'être sur une base de comparaison qui est plus honnête, qui est plus comparable, puisque effectivement quand on compare deux stratégies on peut regarder la performance brute, mais l'idée sous-jacente c'est de savoir quel était le risque qui a été engagé dans l'ensemble de ces deux stratégies pour pouvoir atteindre cette performance. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé deux ratios qui sont assez connus, hein, qui sont le Sharpe ratio et le MAR ratio. Donc pour rappeler, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux ratios-là, le Sharpe ratio en fait il va normaliser la performance annualisée d'un indice ou d'une stratégie par rapport à sa volatilité. Et le MAR ratio, même chose, il va normaliser la performance annualisée d'une stratégie ou d'un indice ou peu importe par rapport à son drawdown. Donc là encore une fois, donc j'ai pris aussi bien les indices large cap et mid cap allemands, français et américains, donc qui sont désignés par le MDAX, DAX 30, CAC mid 60, CAC 40, S&P mid 400 et S&P 500. Et là encore une fois, même quand on normalise finalement
les indices par rapport au risque sous-jacent, aussi bien par la vol que par le drawdown, on a des ratios de performance qui sont supérieurs. Enfin, les ratios de performance des mid-cap sont supérieurs à ceux des large-cap, donc on est vraiment dans un style qui, sur le long terme, surperforme son homologue large-cap. Ouais. Donc c'était aussi important de préciser ça, parce qu'il ne faut pas se laisser appâter par la performance. Dans certains cas, il faut aussi la ramener au risque. Et là, dans notre cas, on a une confirmation que finalement, il y a une valeur ajoutée supplémentaire à aller sélectionner des mid-cap versus large-cap. Ce qui peut paraître contre-intuitif dans un premier temps. Ouais. Alors, j'ai fait un dernier exercice quand même, parce que c'est vrai que ça c'est assez technique, ce qu'on a vu pour l'instant, et donc je me suis lancé dans un exercice plus pratique, donc qui vient en troisièmement, et tu peux m'avancer la slide. Super, merci. Donc j'ai regardé le comportement en fait de ces deux styles, donc large cap et mid cap, encore une fois, pendant des phases baissières de marché et des phases de reprise. Donc j'ai porté mon analyse depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, donc en 2015, et j'ai utilisé le S&P 500 à titre de benchmark, mais c'est vrai que les mouvements qu'on observe, du moins sur les indices des pays développés, sont relativement les mêmes. Hein. Quand on a des corrections importantes en Amérique, on a des corrections importantes en Europe et donc en Allemagne, en France. Donc j'ai distingué vraiment deux phases de correction importantes, une qui commence en août 2000 et qui finit en août 2003. Ensuite, on a une phase de reprise et une deuxième phase. Donc, la première phase correspond à l'éclatement de ce qu'on a appelé la bulle Internet. Et la deuxième phase, donc, qui commence en octobre 2016 et qui se termine en mars 2009, et qui est donc la plus récente crise qu'on a connue et qui est la crise des subprimes. Voilà, donc j'ai distingué ces deux phases-là de correction assez fortes des marchés, et j'ai voulu regarder comment, finalement, nos deux indices, large cap et mid cap, se sont comportés pendant ces phases-là. Alors ça, c'est la slide suivante. Je te remercie. Alors, finalement, c'est un peu contre-intuitif. Quand j'ai mené l'étude, moi, on va dire par culture, j'ai toujours pensé, c'est vrai que ça se vérifie, hein, plus ou moins, que les mid-caps sont un peu plus volatiles par construction que les large-caps, puisqu'elles sont soumises à des échanges qui sont, enfin, une intervention qui est un peu plus volatile. Et finalement, quand on rentre un peu plus dans le détail, quand on regarde la performance pendant ces deux phases baissières importantes, on se rend compte que finalement la volatilité, ou du moins la sous-performance des mid-cap face au large-cap n'est pas significative que ça. Et finalement, même dans la phase de la bulle Internet, on a dans la sous-performance, on a une surperformance des mid-cap, puisque par exemple, si on se rapporte donc au sous-jacent qui nous intéresse, pendant la phase baissière qui a débuté en août 2000 et qui a fini en avril 2003, on a un MDAX qui baisse de 42,88% face à un DAX 30 qui lui baisse de 66,40%. Donc on a une nette sous-performance des indices large cap. Ensuite, dans la phase de reprise qui suit de 2003 à 2007, on a une surperformance assez marquée, enfin assez significative tout de même, puisqu'on a quasi 50% de surperformance de la part des mid-cap. Ensuite, dans la phase de crise des subprimes, on a une sous-performance des mid-cap, mais finalement, elle reste quand même peu significative. Et puis, si on regarde du côté du CAC et du S&P, finalement, on est à peu près dans le même ordre d'idée, et même, je dirais que les mid-cap surperforment leurs homologues large-cap. Et en revanche, et ça c'est vraiment notable, dans la phase de reprise, donc qui a débuté en mars 2009 et qui est encore aujourd'hui vrai, donc juin 2015, qui est la période qu'on vit actuellement, on a une très très nette surperformance des mid-cap, puisqu'on a quasi fait 2 fois la performance des large-cap. Donc ça c'est assez notable, c'est-à-dire qu'une personne qui serait limitée dans son analyse à dire voilà, moi j'ai un positionnement, j'ai un biais acheteur sur les actions, donc moi j'ai un positionnement long sur les actions, et puis comme je connais finalement, parce que c'est des indices qui sont les plus populaires, je connais le CAC 40, je connais le DAX 30, je vais investir sur ces sous-jacents-là sans me poser de questions, sans faire une analyse décisionnaire en amont. Mais finalement, il aurait perdu durant la période qui nous a conduit donc de la phase de reprise de 2009 à aujourd'hui, il aurait perdu quasiment, il aurait accusé une sous-performance qui est très significative, de double en fait de ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu en amont ce processus de réflexion. Et en prenant Voilà. pratiquement le même risque en fait. Et en prenant, voilà, et merci de le rappeler, effectivement, en prenant un risque qui finalement, on se rend compte dans les périodes où ça se passe mal,
qui est pas significative. Donc il y a vraiment une vraie dissymétrie dans l'investissement des mid cap face au large cap. Donc il y a une vraie question à se poser quand on est investisseur sur action, vers quel style on souhaite aller et voilà. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette analyse là, c'est que finalement on peut avoir raison finalement dans sa prise de décision, dans son positionnement, dans sa sélection d'actifs, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut aussi étudier finalement les différents styles et ça peut sur le long terme vraiment améliorer significativement votre stratégie d'investissement. Voilà. Alors ça c'est pour ce qui concerne la partie MDAX, donc les mid cap. Ensuite j'ai fait à peu près le même exercice pour la partie Tech DAX, donc la partie technologique. Alors je t'en prie, tu peux passer à la slide qui suit. Merci. Alors, dans un premier temps, donc là, je n'ai pas repris le même exercice en voulant comparer absolument le Tech DAX à son homologue qui est le DAX. Je me suis plutôt limité à une analyse sectorielle et ensuite géographique. Ça, on verra ça dans les slides qui suivent. Donc l'idée, c'était de savoir comment le secteur technologique se positionnait par rapport aux autres secteurs, du moins en Europe. Alors, comme benchmark, j'ai choisi les indices Stoxx 600, donc vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le Tech DAX, mais finalement oui, puisqu'on retrouve des valeurs du Tech DAX dans le Stoxx 600, et malheureusement si on se limite à l'Allemagne, on va pas trouver à part le Tech DAX qui fait un peu l'exception, on trouve pas d'indices qui segmentent en fait les différents compartiments sectoriels. Donc j'ai pris les indices Stoxx 600 pour pouvoir comparer. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que finalement le secteur technologique, il s'est bien comporté depuis 2009. Donc j'ai mené l'analyse depuis 2009 à aujourd'hui. C'est notre phase de reprise. Donc il s'est bien comporté, mais c'est pas forcément le secteur qui a le mieux performé. On va le voir dans la slide suivante. Le secteur qui a vraiment surperformé le reste de ses homologues, c'est le secteur automobile. Donc je t'en prie si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc l'automobile en ce qui concerne donc l'Europe a affiché la meilleure performance depuis 2009. Donc j'ai situé dans la slide qui précède le secteur technologique parmi tous les secteurs. Donc j'ai pris les 10 secteurs principaux en Europe. Et ensuite j'ai recompartimenté dans un deuxième temps en différenciant ce qu'on appelle les défensifs et les cycliques. Donc traditionnellement on appelle les secteurs défensifs ceux qui sont moins sensibles en fait aux variations économiques. Donc je vais prendre un exemple très simple. Même si vous connaissez une période de crise, vous allez devoir vous nourrir. Peu importe en fait que vous gagnez moins, que vous ayez une perspective sur l'économie qui soit plus ou moins morose, il va falloir continuer quand même à se nourrir pour vivre. Et donc du coup ça c'est ce qu'on appelle les défensives. Donc par exemple on retrouve dans les défensives le secteur des food and beverage, donc qui sont tout ce qui est alimentaire et boissons. Parallèlement à ça, on a le secteur des cycliques, donc, qui correspond plus, qui est plus donc soumis aux variations de l'économie. Si vous êtes très positif, si vous avez le moral, si votre salaire augmente, vous allez acheter une nouvelle voiture par exemple. Et donc c'est la raison pour laquelle on retrouve le secteur automobile dans ce compartiment-là de secteur. Donc le secteur technologique en l'occurrence appartient au cyclique. Et donc quand on le reclasse dans ce compartiment-là, on se rend compte que finalement, bon, il s'est toujours bien comporté. Hein, la performance est positive finalement depuis 2009, mais finalement par rapport à un risque similaire, donc dans sa catégorie de sectorielle, il s'est pas comporté de la meilleure des façons. C'est encore une fois l'automobile qui a surperformé. Voilà, donc ça c'est pour faire une analyse un peu contextuelle. Moi, je suis amené je suis toujours positif, je suis toujours quelqu'un positif action, par exemple, on va dire, je suis un investisseur qui a une vision, c'est supposé, hein. Je parle pas de moi en particulier, mais je me place dans l'hypothèse d'un investisseur qui lui a une vision action qui est très positive. Encore une fois, dans sa démarche, avant d'investir, il doit essayer d'analyser comment le secteur ou le sous-jacent dans lequel il veut investir, comment il se comporte par rapport à ses homologues, comment de façon comparable il peut éventuellement changer d'avis et dire bon bah finalement je vais faire plutôt de l'automobile que de la technologie. Ensuite, alors slide suivante. Donc j'ai quand même rapporté sur cette dernière slide, j'ai quand même porté les performances donc de l'indice du sous-jacent qui nous intéresse et qu'on est supposé présenter aujourd'hui, donc qui est le Tech DAX 30. Donc lui il a vraiment surperformé
depuis 2009 l'indice qui lui correspond plus, qui est l'indice Stoxx 600. Donc bon, ça s'explique par plusieurs facteurs, hein. C'est déjà l'indice TechDAX, il a 30 valeurs, alors que le Stoxx 600, comme son nom l'indique, a 600 valeurs. Donc c'est un indice qui est beaucoup plus diversifié et donc qui par construction, on va dire, a tendance à moins être volatile. Et parallèlement à ça, donc dans des phases de marché comme on les a connues, qui sont très bullish, à bien sûr moins surperformer. Après, il est beaucoup plus défensif aussi dans des périodes où ça se passe un peu plus mal. Mais encore une fois, ça c'est un processus à analyser. Alors, encore une fois, là, ce qui est mis en évidence sur cette slide, c'est que finalement l'aspect géographique a une importance, parce que en étant positif sur le secteur des technologies, finalement, depuis 2009, vous aurez eu raison, et en sélectionnant le TechDAX, donc le secteur, la zone géographique allemande, vous aurez d'autant plus raison, voire même doublement raison. Donc ça termine, ça conclut notre analyse donc sur ces deux sous-jacents qu'on vient d'offrir sur la plateforme JFD MT4+, pardon, de JFD, donc du côté brokerage. Ce que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'est que c'est vraiment le fait de, quand vous êtes amené à construire une stratégie d'investissement, vous devez vraiment faire l'effort d'analyser, de faire la partie décisionnaire, c'est-à-dire d'analyser comment ces sous-jacents se comportent, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces, et est-ce que finalement ils sont opportuns par rapport à la stratégie, par rapport à la vision que vous avez, est-ce qu'ils vont vous offrir finalement toutes les composantes que vous souhaitez. Donc c'était un peu le but de l'exercice, de voir d'un côté gestionnaire comment nous on pouvait analyser les choses et comment on s'inscrivait dans un processus de gestion. Voilà, maintenant je vais repasser la main à Marc et je vais lui laisser parler de la deuxième partie qui est plutôt la partie exécution trading, dans laquelle il va vous présenter donc une analyse technique qui a été réalisée par notre équipe de recherche. Voilà, Bah, Marc. écoute, je te remercie beaucoup, Anthony. C'était vraiment Je suis super désolé, intéressant. j'ai peut-être un peu dépassé au niveau du temps, hein, mais c'est vrai Ah, que c'est c'est pas grave, c'était super intéressant. Effectivement, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent et peut-être qui écouteront cet enregistrement ont été vraiment intéressés d'avoir l'approche d'un gestionnaire et effectivement quel est le travail que vous faites. Effectivement, moi en tout cas, je me suis rendu compte que finalement c'est pas simple. C'est pas comme ça et malheureusement je pense beaucoup d'investisseurs particuliers choisissent un peu au hasard les valeurs qu'ils vont traiter. En fait, non, il y a tout un travail derrière à faire pour optimiser sa stratégie d'investissement. exactement. Alors, on va passer effectivement sur rapidement un petit peu d'analyse technique pour savoir où se situent ces deux indices et ce qu'on peut anticiper dans les semaines, mois à venir. Alors, c'est une analyse effectivement comme l'a dit Anthony, qui a été réalisée par notre équipe de recherche et que j'ai traduit et que j'ai adapté en français. Donc, là, vous avez un graphique qui représente en fait l'analyse en cours. Donc, on voit clairement que le MDAX est dans un canal baissier. Hein, il se négocie actuellement dans le haut du canal, autour du seuil important des 20 000 points. C'est un niveau significatif, notamment d'un point de vue psychologique. Dans l'ensemble, l'indice se négocie donc dans un canal baissier. La série de pics plus bas qui a débuté fin mars, que vous pouvez voir ici, laisse clairement apparaître une tendance baissière. Cependant, une sortie du canal par le haut pourrait inverser la tendance. Et sachant qu'on est dans la partie haute du canal, on va être vigilant sur la sortie du canal baissier qui pourrait inverser donc la tendance. Le prochain objectif du MDAX est donc de continuer vers la ligne de tendance supérieure du canal baissier, donc d'arriver sur cette zone-là. Cette zone se trouve actuellement au-dessus du niveau psychologique de 20 000 points et se trouve très exactement à 20 400 points. Une cassure au-dessus de ce dernier niveau pourrait ouvrir la voie vers les 21 080 points. À partir de là, les acheteurs pourraient prendre la main et s'ils parviennent à gagner la bataille contre les vendeurs, alors il pourrait envoyer le prix encore plus haut vers le niveau de résistance clé de 21 670 points qui se trouve être le plus haut et donc la résistance majeure. Ça, c'était pour le MDAX. Maintenant, rapidement, pas le même constat, mais la même analyse sur le TechDAX. Donc, ce qu'il faut retenir sur le TechDAX, c'est que le niveau
de support important en ce moment. La zone qu'il faut surveiller, c'est la zone des 1590-1600 points. Donc cette zone-là, qui est une forte zone de support. La ligne de tendance baissière qu'on voit ici, qui est tracée en bleu, a été cassée par le haut. Donc le graphique il n'est pas tout à fait à jour parce que l'analyse a été faite en début de semaine. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis à jour l'analyse. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est mis à jour même si le graphique n'est pas forcément à jour. Donc la ligne de tendance baissière a été cassée par le haut et fait maintenant office de support dans un mouvement haussier qui encore aujourd'hui reste flou. Le niveau psychologique clé des 1600 points a été franchi, mais le mouvement à la hausse a été stoppé par la résistance autour de 1700 points, une résistance qui date depuis le début du mois de juin. Le Tech DAX a maintenu un biais baissier pendant plusieurs jours avant de changer de direction. Comme je le disais, la situation d'un point de vue technique est plutôt floue. Cependant, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour affirmer qu'un rallye à la baisse devrait se poursuivre, sauf en cas évidemment de cassure du niveau important que je mentionnais tout à l'heure, 1590-1600 points. Le plus haut du mois de mai à 1743 points ainsi que le seuil des 1700 points sont les niveaux de résistance à surveiller en cas de poursuite de la hausse. Voilà pour deux analyses techniques qui vont conclure ce webinaire. Et on va passer, j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions qui ont été posées sur le chat. On va passer rapidement aux questions-réponses. Je vois qu'il est 19h47, on va dire qu'on se donne jusqu'à 19h47, on se donne jusqu'à 20h pour répondre aux questions si vous en avez. Alors, donc on me disait anonymat sur les CFD ou sur le Forex. Alors c'est vrai au début de ce webinaire, je parlais de l'anonymat des ordres des clients. Hein, quand JFD Broker envoie un ordre à un fournisseur de liquidité, que ce soit un fournisseur de liquidité sur le Forex ou sur les CFD, les ordres sont anonymes dans les deux cas. Et dans les deux cas, vous avez la certitude qu'il n'y aura pas de manipulation de la part du fournisseur de liquidité. C'est primordial. Et alors, il y avait quelqu'un d'autre qui me disait également les nouveaux clients qui s'ajoutent aux anciens. Effectivement, je me suis peut-être trompé si j'ai dit que c'était les anciens clients qui s'ajoutent aux nouveaux. C'est effectivement plutôt le contraire. Et c'était pour le moment les seules deux questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, on n'est pas obligé de rester jusqu'à 20h. Hein, on peut couper le webinaire tout de suite. Alors, il y a quelqu'un qui me dit 3 points de spread sur le CFD Future DAX, ça fait beaucoup. Chez IG, j'ai un point. Alors, effectivement, c'est pour ça que JFD Broker propose deux instruments, le cash et le futur. C'est justement sur le cash, vous avez un point. Sur le futur, vous avez 3 points. C'est deux produits qui s'adaptent en fait aux besoins du trader. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez faire du plus long terme, vous serez moins sensible au spread. Hein, le spread est moins important. Par contre, si vous faites du long terme, effectivement, le taux overnight, hein, les rollovers, c'est beaucoup plus important si vous faites du long terme. Donc effectivement, vaut mieux s'orienter vers du CFD sur futur. Vous allez payer plus de spread certes, mais je suis sûr que vous serez gagnant si vous faites du long terme sur les swaps. Et si vous faites du court terme, par contre, effectivement, le spread est plus important. Et si vous faites de l'intraday, le swap n'a aucune espèce d'importance. Donc, il vaut mieux trader sur du CFD cash si vous faites du court terme. Moi, si je peux rajouter juste quelque chose, alors c'est vrai que l'échéance standard sur les futurs, c'est 3 mois. Donc, en admettant que vous initiez une position au début en début de cycle, de la nouvelle, voilà, en début de cycle jusqu'à l'échéance, et que vous conserviez la position pendant 3 mois. C'est sûr que 3 points de spread, ça peut paraître beaucoup quand on a l'habitude de traiter en intraday, mais sur 3 mois, il est certain que le swap associé à un CFD futur cash sera bien, mais vraiment très significativement supérieur aux 2 points de spread supplémentaires que vous aurez payé à l'initiation de la position. Ça, c'est certain.
Donc effectivement, comme tu le précisais, encore une fois, la sélection du bon instrument, ça fait partie de la stratégie et ça doit être décidé en amont. Mais pour des gens qui ont une approche et qui décident de garder pendant quelques semaines, ne serait-ce que pendant quelques jours ou quelques semaines, leur position, il peut être préférable ça s'étudie, hein, il y a des coups de swap qui sont disponibles sur les sites web. C'est quelque chose qui s'étudie, mais ça semble plus opportun de s'orienter vers le CFD futur. Voilà, voilà, c'est à vous de faire la recherche. Effectivement, oui, toutes les informations sont disponibles non seulement sur le site, mais aussi sur la plateforme directement. Vous avez les taux qui sont affichés, les taux de swap. Donc voilà, c'est à vous de déterminer quel est le meilleur instrument. Alors, on me dit pas de démo possible. Enfin, le MDAX et le TechDAX ne sont pas disponibles en démo. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas vérifié. Je sais pas. C'est fort possible. Maintenant, je peux le vérifier tout de suite en fait. Je vais passer sur mon compte de démo. Alors, la liste des symboles ici. Alors, vous avez ici vous avez la liste de tous les symboles en démo. Alors, attendez, je vais bien vérifier que je suis sur mon compte de démo. Ok. Symbole. Alors, vous avez ici les indices standards, donc les indices cash. Donc, le DAX, le CAC 40, etc. Et vous avez ici les indices futurs, je les ai vus, j'étais tout à l'heure dessus, ici. Donc là, tous les indices futurs. Et est-ce qu'il y a Oui, le MDAX, il Oui, est là, je le vois. Et le TechDAX, en haut, quatrième, cinquième. voilà, ici. Donc ils y sont, en démo 1. Ils y sont. Alors ça répond à une question. Quelqu'un me dit qu'il y a beaucoup de mèches sur le TechDAX en bougie 1 minute. Est-ce dû à la faible liquidité? Je pense qu'il y a moins de liquidité que sur le DAX, si vous comparez avec le DAX. Maintenant, maintenant c'est pas, maintenant c'est, alors je sais pas si tu sais quelque chose à ce niveau-là, toi, Anthony. Non, effectivement, ça fait partie des raisons. C'est Il y a plus moins de volatile. liquidité, hein, bien évidemment. C'est des indices qui sont beaucoup moins traités euh, que le DAX, hein, bien évidemment. Donc oui, hein, ça contribue à cet aspect-là, Donc, tout à effectivement. fait. Impeccable. Et donc j'ai une dernière question, quelqu'un qui me demande est-ce qu'il est possible de scalper sur le MDAX? Si oui, avec combien de lots à peu près? Il est toujours possible de scalper, ça c'est sûr. Maintenant, après, il faudra prendre en considération effectivement que c'est peut-être pas un instrument très liquide. Le scalping, ça nécessite d'être exécuté d'être exécuté très rapidement et au prix demandé pour pouvoir faire des allers-retours rapides sur le marché. Moi, je suis pas sûr que ce soit le meilleur instrument pour faire du scalping. Il vaudrait mieux à ce moment-là s'orienter sur le DAX directement, qui est certainement beaucoup plus liquide. Je pense qu'Anthony, tu me rejoins. Alors, Mais pour, dis-moi, pour enfin, revenir sur ouais, ouais, ce que tu disais sur l'exécution, enfin, là, ça n'a pas réellement d'impact, puisque, enfin, nous, chez JFD, hein, moi, je suis chez JFD Wealth, donc il faudra que tu backes ce que je dis, parce que moi, je suis pas non plus un spécialiste de JFD Broker, mais j'ai quand même beaucoup appris du modèle. Donc, en ce qui concerne l'exécution, finalement, comme on est DMA, STP, ça changera rien. La vitesse d'exécution, la qualité d'exécution sera la même. Effectivement, chez le liquidity provider, vous pourrez trouver éventuellement un peu moins de size parce que la liquidité est moindre. Maintenant, je dirais le facteur qui est le plus déterminant dans ces stratégies de scalping, c'est le coût associé à la transaction. Et le coût associé à la transaction, il est bien évidemment déterminé par le spread. Et nativement, vous avez déjà un spread qui est assez important sur le MDAX. Donc ensuite, ça dépendra bah de oui, ce qu'on appelle la stratégie de trading, mais, 7 fois plus mais je important, dirais, hein, puisqu'on a 7 points sur le voilà, MDAX contre un point sur le DAX. Donc c'est vrai que rien que juste avec ça, effectivement, je pense que vaut mieux scalper sur le DAX. Et ce que je voulais dire, voilà. Par contre, effectivement, ce que je pense, quand je parlais d'exécution, c'est pas que la qualité d'exécution sera moins bonne. Au contraire, c'est par contre effectivement la liquidité disponible qui est disponible via le fournisseur de liquidité. C'est ce que je voulais dire.
Ouais, en tout cas, bon, puisque on a participé au site web français de JFD Broker. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si chez JFD Broker, il y aura pas vous serez pas banni parce que vous faites du scalping, peu importe l'instrument, hein, que ce soit Ah, du ça, DAX ou du FDAX. c'est effectivement important de le rappeler. Je te remercie, Anthony. Et même Ouais, au-delà du scalping, parce que vous avez beaucoup de courtiers dans lesquels, avec lesquels les conditions générales interdisent en toutes lettres, hein, le scalping. D'autres interdisent d'autres types de stratégies comme l'arbitrage. Avec JFD, il n'y a aucune restriction, que ce soit le scalping, l'arbitrage de trans, l'arbitrage de prix, l'arbitrage d'exécution. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction puisque notre ouais, business model, c'est vraiment le vrai métier de courtier, c'est-à-dire qu'on prend pas de contrepartie, on prend pas la contrepartie des clients, donc on se fiche de ce que vous faites. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez du volume, évidemment, puisque c'est sur le volume qu'on est rémunéré, et donc indirectement que vous soyez gagnant, parce qu'effectivement, un trader qui gagne, c'est un trader qui continue à trader. voilà, ok. Donc bon, pour synthétiser, scalping, oui. Capacité de le faire chez JFD, oui. Et après, est-ce que c'est opportun de le faire sur le MDAX à étudier à cause du spread notablement. Encore une fois, après, faut voir aussi la volatilité. Il faut comparer le spread avec la Ouais, bien volatilité. sûr. Voilà, c'est un travail à faire, mais ouais, voilà, c'est possible. Alors, quelqu'un qui me demande où trouve-t-on les historiques du MDAX et du TechDAX, merci. Ok. Alors, oui, Alors moi, pour ma part, effectivement, j'utilise un data provider qui s'appelle Stook, Stook, Stook. Alors, je vais y arriver. Stook, donc Q, pardon, .com. Voilà. Maintenant, vous pouvez, en faisant des recherches sur Internet, vous allez trouver, il y a Yahoo Finance aussi, il y a Google Finance. Donc, il y a un ensemble de data providers. Alors, peut-être que Marc pourra sur demande envoyer. Moi, je peux donner les datas facilement à quelqu'un. Hein. S'il laisse son adresse email dans le chat, ce qu'on on peut peut lui faire, bah, de toute communiquer. manière, tout le monde, enfin moi, tout le monde a fourni son adresse email en s'enregistrant au webinaire. Donc moi, ce D'accord. que je peux faire éventuellement, c'est envoyer un email d'ici la fin de la semaine, enfin peut-être début de semaine prochaine, un email avec la vidéo, l'enregistrement de ce webinaire. Hein. Je peux l'envoyer à tout le monde et à ce moment-là, je peux effectivement ajouter les liens pertinents qui pourront aider les participants à avoir les outils dont tu parles. Ok. Et en tout cas, de toute façon, sur la présentation, je précise à chaque fois d'où a été extrait les données, puisque c'est important. Et effectivement, quand on fait ce genre d'analyse, c'est important. Après, c'est à chacun de construire euh, les adresses, enfin, ces ressources pour aller chercher facilement les datas. Mais nous, on communique hein, facilement sur ces données-là. Donc, il y a pas de souci. Si vous avez besoin de notre aide pour aller chercher des datas, on vous aidera. Voilà. Super. Alors j'ai encore une autre question et ce sera la dernière parce qu'il est 58. Quelle est la différence fondamentale entre le CFD cash DAX et le CFD futur DAX? Euh, Fondamental. alors fondamental, je pense pas que. Alors principal, je pense, si vous voulez dire, je pense pas qu'il parle d'analyse Ouais. fondamentale, mais je pense quelle est la principale différence entre le CFD cash, le CFD DAX cash et le CFD DAX futur? Bah, la principale différence, il y a deux différences. Hein, sur le CFD futur, vous aurez une date d'expiration et le prix également sera pas le même. Au fur et à mesure qu'on va arriver proche, alors les mouvements sont les mêmes, mais le prix n'est pas le même. Et plus on va se rapprocher en fait de la date d'expiration, plus le prix du CFD futur va coller, va se rapprocher en fait du prix du CFD cash. Voilà, c'est les deux seules différences. Et évidemment qu'il n'y a pas sur le futur, il n'y a pas de swap, ça on l'avait déjà dit. Y a-t-il des traders qui tradent en comparant le DAX et le MDAX, les corrélations? Est-ce que le MDAX peut-il être un indicateur avancé? C'est vrai qu'on peut toujours imaginer un ensemble de stratégies. Hein. Après, Encore une fois, tout c'est à ça. Après, étudier, hein. C'est à étudier, faut ouais, regarder, faut voir si ça on, peut on- donner des signaux. on peut l'imaginer effectivement. Après, ça dépend sur quel horizon on regarde, quelle fréquence de données va permettre l'analyse. Notre analyse,
Je dirais qu'intuitivement, la première chose qu'on peut se dire, c'est que finalement, quand on est très positif sur le marché action, euh, les mid-cap donnent une exposition qui est un peu décuplée, donc un bêta qui est un peu supérieur. Et c'est à ce titre-là, surtout qu'elles sont intéressantes. Maintenant, de l'arbitrage indiciel, on peut très bien faire du, du short long euh, entre ces deux indices. On peut imaginer un ensemble de stratégies, hein. Il y a toujours qui peuvent avoir des catalyseurs aussi bien techniques que fondamentaux. On peut très bien imaginer que dans des phases, admettons qu'on soit à l'aube d'une crise, bon, bien sûr, il faut regarder la composition puisque ça a été vrai donc pendant la crise des subprimes, un peu moins vrai pendant la crise comment dire, la bulle Internet. Mais finalement, effectivement, normalement, les mid-caps sont censés être un peu plus euh, volatiles que les large caps. Donc, on pourrait très bien se dire, si moi j'ai un avis, je commence à avoir un biais baissier, je vais plutôt acheter du DAX et je vais shorter du MDAX. Et puis, quand je vais avoir un avis plutôt haussier, pour limiter la volatilité de mon portefeuille, je vais acheter du MDAX et puis je vais vendre du DAX. Bien sûr, c'est imaginable. La corrélation, de toute façon, elle va toujours être sensiblement la même, hein, puisque même si on a des différences de style, la corrélation ne tient pas compte du degré de surperformance. Elle, ce qu'elle regarde, c'est est-ce que les mouvements vont dans le même sens. Après, euh, elle regarde tout simplement est-ce que c'est positif ou négatif, peu importe l'amplitude. Donc voilà. Bon. Après ça, on rentre dans des débats un peu plus complexes, mais effectivement, on peut très bien imaginer ce genre de stratégie. Tout à En tout fait. cas, c'est toujours important quand on aborde un sous-jacent de regarder tous les sous-jacents qui sont périphériques à celui-là et même éventuellement d'autres sous-jacents pour comprendre en fait les mouvements parce que les marchés ils évoluent il y a une étroite liaison qui est entretenue entre chaque marché. Je te remercie Anthony pour cette Ouais. réponse. Alors dernière question. Allez. Qu'est-ce que le swap? Alors le swap, c'est vrai que le terme est peut-être pas approprié au CFD parce que c'est plus sur le forex qu'on parle de swap, mais en fait c'est ce qu'on appelle également le rollover. Donc en fait c'est les frais overnight, c'est-à-dire les frais de financement. Quand vous gardez une position ouverte après 23 heures, vous avez des frais de financement qui sont appliqués sur votre transaction. Et voilà ce qu'est le swap. Ce sont ces frais de financement. Donc que vous avez sur les CFD cash, mais que vous n'avez pas sur les CFD sur futur. Voilà, bah écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je te remercie Anthony également pour ta Merci à contribution. toi Marc. Et puis je Merci vous à tout le souhaite à monde. tous une excellente soirée. Bonne soirée à tout le monde.